Bonsoir à toutes et à tous. Merci de regarder Africa Today Télévision pour vous informer et bienvenue dans ce journal. La Guinée, scandale géologique, est pays premier exportateur de bauxite, mais les mines ne contribuent qu'à hauteur de 15% sur le produit intérieur brut. Et sur les populations, l'impact est peu perceptible pour le développement du pays. Pour l'opposant Cellou Dalein Diallo, c'est le régime d'Alpha Condé qui a une mauvaise politique de développement minier. Soirée Boubacar, décryptage. La Guinée est souvent qualifiée de scandale géologique à cause de ses potentialités minières. Depuis toujours, chaque régime vient avec ses ambitions et stratégies pour développer le secteur minier du pays. De Sékou Touré à Alpha Condé, en passant par le général Lansana Conté, les Guinéens ont été nourris d'espoir par un miroitement des grands projets miniers qui tardent à voir le jour ou à atteindre les objectifs fixés. L'ancien Premier ministre et actuel chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, fait porter le chapeau à l'actuel régime. Je parle ici de choix stratégique qui n'est pas bon, de miser sur les quantités de bauxite sans aucune transformation sur place. Global s'était engagé. Maintenant, l'usine est aux Émirats Arabes Unis. L'usine qui devait être ici. Oui, qui devait être ici, et ça aurait créé beaucoup d'emplois et beaucoup de richesses. Et ça serait le début d'industrialisation de la Guinée. Tout ça, c'est la maladresse des autorités à votre avis? Oui, c'est le manque de vision. Et parfois, c'est sous l'effet de la corruption, hélas. D'après Cellou Dalein Diallo, le gouvernement guinéen d'alors avait signé plusieurs contrats en bonne et due forme et qui mettaient souvent en priorité la transformation sur place. Mais hélas, dit-il, depuis 2010, tout a été remis à l'eau. Les compagnies qui avaient pris l'engagement dans des conventions signées avec le gouvernement guinéen de construire des usines d'aluminium et même d'aluminium pour Rusal seulement. On négocie, on les délie complètement de cet engagement. Pour se fixer comme objectif une exportation de 70 millions de tonnes de bauxite. Par an. On sera le premier exportateur, c'est facile. Parce que nous avons les plus grandes quantités et la meilleure bauxite au monde. Malgré tout cet art, selon les données officielles, le secteur minier constitue 20 à 25% des recettes de l'État et génère 10 000 emplois directs et 100 000 indirects. Autre aspect, c'est le manque criard d'infrastructures auxquelles l'appareil judiciaire est confronté en Guinée. Pas de local approprié pour la tenue des procès, les bâtiments surtout des tribunaux de première instance de Conakry sont dans un état de vétusté très poussé. Une situation qui interpelle le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako, qui dit d'ailleurs manquer de moyens suffisants pour doter le pays d'infrastructures qui répondent aux préoccupations de la chaîne pénale. Omar Sow. Rien qu'en faisant le tour des tribunaux de première instance de la capitale, le constat est patent. Celui de Dixine en est une parfaite illustration. En plus de l'étroitesse de la salle d'audience, la pièce est devenue un garage de scellés des engins, notamment de motos. Le bâtiment qui sert de cadre pour les procès ne répond plus aux critères d'une maison d'audience. Face à cet état de fait, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ne cache pas les mots. Il y a véritablement des problèmes d'infrastructure dans notre pays. La police dit l'évidence, elle est devant tes yeux. Donc quand vous allez à Kaloum, quand vous allez à Mapanko, quand vous allez surtout à Dixine, on a un peu honte d'être guinéen. Il faut dire les choses par leur nom. Parlant du budget alloué au département de la justice, le garde des Sceaux dit avoir toujours démarché auprès des élus du peuple, ses collègues des finances et du budget pour le rehaussement de ce montant, mais à date, rien n'est encore fait. On a sensibilisé les députés qui m'ont toujours soutenu. Mais on est toujours au même point. Toujours au même point. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Alors, c'est vrai qu'il y avait Ebola, on pouvait comprendre et tout. Je suis toujours en guerre avec mes collègues des finances et du budget, depuis que je suis à ce ministère. Après, moi, on ne peut pas me demander de faire l'impossible. Concernant Dixine, il n'y a qu'une salle d'audience. Vous trouvez ça normal? Dans un tribunal aussi névralgique, on a demandé à monsieur le procureur de trouver une salle à louer dans le quartier pour une question de proximité. Il peut en parler là. Donc on essaie de faire ce qu'on peut avec le peu qu'on a. En attendant l'amélioration de cette situation, ces salles d'audience continuent d'accueillir des mis en cause et cela dans des conditions inconfortables.
La décision de la Cour constitutionnelle de la crise à la CENI fait toujours débat à Conakry. Les acteurs de la société civile saluent certes la démarche et le balai citoyen et l'honneur dénoncent d'un côté la nature du combat des frondeurs et l'absence de politique managériale de Bakary Fofana de l'autre côté. Les propos de Sekou Koundouno et Dr Kemo Kamara sont décryptés par Saalou Yambouno. Depuis maintenant 48 heures, ni Bakary Fofana ou Maître Salif Kébé n'est à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle a décidé de prendre les choses en main en nommant Kader Aziz Kamara comme président par intérim de l'institution. Une décision qui donne une autre tournure à cette crise qui secoue l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée. La question suscite des commentaires au sein de la société civile avec le coordinateur de la plateforme Balai Citoyen qui se réjouit de cette décision. La Cour constitutionnelle est en train de trouver des bons schémas, un schéma très stratège, un président intérimaire qui organise les élections locales et communautaires. Comme déjà les accords du 12 octobre disent que des appels locaux qui doivent quitter. Donc dès que Aziz finit cette élection locale, ils vont quitter pour qu'une nouvelle s'élimine. Tout au long du processus de la négociation, la société civile dit avoir été présente, ce qui donne lieu à son observation parlant de cette crise qui perdure. Les acteurs de la société civile font des reproches d'abord au président Bakary Fofana. On a identifié le manque de stratégie managériale de Bakary. Un leader, c'est sa capacité de gérer ses hommes. C'est sa capacité de dire au groupe non et de le faire raisonner. Cela a manqué à M. Bakary. Et aussi aux frondeurs qui, à leurs yeux, n'agissent pas dans l'intérêt du peuple. Les commissaires de la CENI, d'après notre analyse, en tant que cadre, n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas pensé au peuple de Guinée comme a fait la Cour constitutionnelle. Ils ont lu l'article 17 en leur faveur, pas au nom du peuple de Guinée. Kader Aziz Kamara pourra-t-il organiser les communales au cours de cette année? La machine, au dire des acteurs impliqués dans le processus, est tout de même en marche. Il reste donc à savoir jusqu'où elle nous mènera. Et puis, de l'autre côté, c'est le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée qui exige aussi la tenue sans délai des élections locales. Le CNOX-DDG qui s'indigne des crises qui secouent toujours la CENI dans une déclaration ce mercredi, son président Salamana Diallo propose des pistes de solutions pour une sortie de crise rapide. Li Mariama Bailo. Dans cette déclaration rendue publique ce mercredi à Conakry, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée s'exprime lui aussi sur la cacophonie qui mine la Commission électorale nationale indépendante et qui n'a que trop duré. Malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle désignant Kader Aziz Kamara président par intérim de l'institution électorale, la crise perdure toujours selon Salamana Diallo. À cet effet, sa structure propose des pistes de solutions pour un dénouement heureux. Proclamation et organisation des élections locales, communales à l'immédiat. D. Demander à l'Assemblée nationale de voter ou donner une loi sur la CENI qui peut abroger la loi 016 de 2012 pour faciliter la recomposition de la CENI et ses démembrements. C'est-à-dire, il faut la recomposition totale de la CENI et aussi il faut la recomposition totale des démembrements de la CENI, CEPI, CECI et autres. Par ailleurs, le président du CNOX-DDG exhorte aussi les leaders politiques à s'abstenir de toute manipulation de la couche juvénile dans les différentes manifestations de rue. Demander les responsables des partis politiques d'abandonner l'utilisation des enfants et manipulation de jeunes pour les manifestations politiques violentes. Il faut reconnaître la différence, il faut connaître la différence entre citoyens et militants, plus la différence entre citoyenneté et population. Car aucun parent n'aimerait voir ses fils utilisés ou manipulés pour les manifestations politiciennes violentes. Avant de clore, le président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée invite le pouvoir et l'opposition à œuvrer pleinement pour la consolidation de la paix pour un meilleur développement de la Guinée. Le ministère de la Justice, le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a procédé à la présentation
Ce mercredi 9 août à Conakry, des médaillés des 8e Jeux de la francophonie et les 2 équipes de handball qui aussi sont revenus à la maison avec des trophées. Fatoumata Yari Kamara, lutteuse, et le conteur Moussa Doumbouya, petit tonton pour son petit nom, sont médaillés d'argent des derniers Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Moussa Sefa Kamara. Pour conquérir un peuple, il faut conquérir sa culture et son sport. C'est avec ces mots que le secrétaire général du département a reçu les différentes délégations des athlètes guinéens qui ont fait des exploits dans leurs compétitions respectives. Au 8e Jeu de la francophonie, la lutte et le conte ont été des disciplines pourvoyeuses de médailles pour la Guinée. Si tous les deux sont fiers de leur performance, les préparatifs ont fait défaut côté lutte. Et chez le conteur Moussa Doumbouya, petit tonton, l'espoir était de mise. On l'a mené avec beaucoup de confiance quand même, parce qu'on ne peut pas gagner si on n'a pas confiance en soi. Moi, on a fait un travail ici, j'avais confiance à ce travail et je faisais tout pour que ce travail soit rendu dans les meilleures conditions. Ici, il n'y avait pas beaucoup de souffre. Aussi, le travail n'était pas bien fait. Est-ce que vous voyez? Donc si on avait participé au stage, là on pouvait rapporter les médailles, beaucoup de médailles. Parce qu'ici il n'y avait pas de souffle, on n'était pas bien préparé quoi. Parce qu'on n'a pas cherché les stages pour faire. Côté handball, le capitaine de l'équipe nationale junior s'indigne lui contre les autorités. Il y a eu manque de soutien moralement et financièrement au niveau des autorités sportives. Vraiment, on s'est senti vraiment attristé par rapport à ça. Suite à ces différentes réactions négatives des athlètes guinéens, le secrétaire général du département est aussi revenu sur les aspects permettant au sport de se développer dans le pays. Je crois que ces diplômes sont la preuve éloquente que la Guinée est aussi un pays de sport et que nous avons besoin d'être toujours soutenus parce qu'il n'y a pas de grands résultats sans grand investissement dans le domaine de la culture et du sport. Il nous faut des infrastructures sportives et culturelles. Il y a un manque criard et je crois que ce cri de cœur des administrateurs sportifs et culturels que nous sommes sont déjà entendus par M. le Président de la République et son gouvernement. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous nous battons pour que toutes les disciplines puissent compétir. Le sport guinéen commence à faire un pas, mais le manque criard d'infrastructures reste le goulet d'étranglement pour toutes les disciplines et à tous les niveaux. Il serait donc important que le gouvernement en fasse une priorité pour l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. Parlons artisanat à présent avec la fabrication des tissus qui était autrefois l'apanage des tisserands, mais cette profession est de nos jours en voie de disparition en Guinée et les quelques rares professionnels qui l'exercent dans la capitale s'en sortent souvent difficilement. C'est le cas par exemple de Mamadou Samba Diallo que notre rédaction a rencontré au musée national de Sandervalia. C'est un reportage de Saloum Kondé. C'est dans la cour du musée national de Sandervalia, sous la véranda d'un long bâtiment, que Mamadou Samba Diallo a installé son atelier au toit d'ardoise. Depuis 25 ans maintenant, dit-il, cet homme, la soixantaine révolue, exerce ce métier qui lui permet de joindre les deux bouts. Ces dernières années, Samba a apporté quelques améliorations à cette ancienne technique de fabrication de tissus. Quand on fait la préparation, le ourdissage, après quand on finit le ourdissage, je vais amener le fil ici, je vais faire le montage, le lisse et la peigne. C'est ça, Après, quand on finit ça, je vais commencer le tissage. Voilà. Tissement, j'ai largeur de 30 cm. Il y a d'autres métiers améliorés 130 cm de largeur. Bon, moi, je suis professionnel de tissage. C'est formateur de tissage. C'est enseigné le métier 4 régions naturelles dans la Guinée. La faible production du coton dans le pays est devenue un frein pour l'exercice de ce métier. Pour parer à cela, Samba est obligé de lancer la commande de fils de coton dans certains pays limitrophes comme le Sénégal. Une situation qui lui semble très difficile. Pour gagner le fil, c'est difficile puisqu'il n'y a pas de fil en Guinée, c'est importé au Sénégal, à Bamako. Autre aspect, c'est la rareté de la clientèle qui, selon lui, explique le désintéressement de la nouvelle génération à ce métier. Puisque s'il n'y a pas de clients, ne pas courager pour travailler. Là, il n'y a pas d'apprentis en Guinée à tissage l'air là. Manque de comment, manque de clients. Voilà.
puisque le tissage n'a pas amélioré, il n'a pas valorisé. Même si cet artisan manifeste la volonté de léguer sa connaissance à la nouvelle génération, le manque d'infrastructures artisanales devient ainsi un autre obstacle à la réalisation de cette noble ambition, explique-t-il. Des actes vraiment à encourager. Réalisons le premier convoi de pèlerins guinéens au compte du Hajj 2017 quitte Conakry dans la nuit de ce mercredi pour les lieux saints de l'islam. Avant ce départ, ils ont rempli les dernières formalités au centre islamique de Donka. Pour ce premier groupe, donc, les fidèles disent être prêts à accomplir convenablement le 5e pilier de l'islam. Reportage Omar Sow, Aïssata Fofana. Depuis quelque temps, l'espace du centre islamique de Donka est pris d'assaut par les fidèles musulmans qui doivent effectuer le pèlerinage de cette année. Pour le départ du premier vol, environ 200 pèlerins sont convoqués en uniforme et le badge autour du cou, accompagnés chacun de son bagage. Telle est l'atmosphère qui régnait ce mercredi dans la salle polyvalente qui accueille les pèlerins. Pour le directeur national adjoint des pèlerinages, cette année, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement du Hajj. Presque toutes les négociations, non seulement au niveau local ici, et puis à la Mecque, tout est déjà organisé. Aujourd'hui, le premier convoi doit quitter vers les 21h. Nous avons donné le privilège à la commune de Ratoma qui a fourni plus de 200 personnes. Cette année, plus de 7000 places ont été réservées pour les Guinéens vers les lieux saints de l'islam. En dépit du communiqué qui a convoqué tous les pèlerins concernés par le premier convoi, les inscrits pour ce voyage sont tenus de se soumettre au dernier contrôle avant d'obtenir leur passeport pour l'aéroport. On nous a bien reçus, on nous a donné les badges, ça reste pour les passeports, mais ça se passe bien. Je me suis vacciné aussi et maintenant, je suis prêt pour l'embarquement. Après être entrés en possession des documents de voyage au finish, les pèlerins sont embarqués dans des bus pour être conduits à l'aéroport international Conakry-Bessia où ils sont attendus par la compagnie devant assurer le transport vers la Mecque. Le groupe Canal Plus lance une nouvelle chaîne pour les fans du sport dans sa formule Évasion Canal 101. A Plus Sport, c'est son nom et la chaîne 100% Sport a pour ambition de tenir tous les amoureux du sport autour d'une grande diversité de programmes sportifs alléchants. Buntura Bikita. Présent en Guinée depuis la fin des années 90, le groupe Canal Plus enchante ses abonnés de partout dans le monde à travers ses programmes. La famille s'agrandit. Le groupe a lancé depuis le 21 juillet dernier une toute nouvelle chaîne 100% sport spécifiquement pour l'Afrique subsaharienne. A Plus Sport vient ainsi donner plus de visibilité à beaucoup de championnats européens et africains également. Diffuser des championnats qui ne sont pas encore trop diffusés ici, donc certains championnats européens. Également une affiche, donc la meilleure affiche de la Coupe de l'UEFA à chaque journée, plus mettre un petit peu l'accent sur des championnats plus locaux. Donc au fur et à mesure, on va enrichir notre offre, mais nous avons d'ores et déjà le championnat ivoirien, qui est un championnat très intéressant. La chaîne A Plus Sport, c'est des magazines, des directs pour revivre des moments inoubliables des compétitions. Le groupe Canal Plus, à travers cette chaîne, répond ainsi aux multiples attentes de ses abonnés. Évasion Plus, c'est une des formules phares de Canal Plus. De très nombreux abonnés sont sur cette formule. Elle représente un volume quasiment de un tiers des abonnés. De très nombreux abonnés sont sur cette formule. Nous, notre démarche, c'est vraiment de faire en sorte de satisfaire au maximum les différents clients. Et on a mené une grande enquête pour savoir comment est-ce que ces clients pourraient être plus satisfaits encore. Le résultat était simple, les clients voulaient plus de chaînes de qualité. Après toutes ces années, en Guinée, l'une des priorités phares du groupe Canal Plus aujourd'hui est de rendre ses programmes accessibles pour le maximum de Guinéens. Il y a 4 ans, le prix du décodeur était à 300 000 francs guinéens. Ça constituait quand même une barrière assez importante. Les gens hésitaient avant de s'abonner parce que c'était un prix assez fort. Ensuite, le prix est passé à 150 000 francs. Donc première étape, premier pas dans l'accessibilité. 150 000 francs guinéens pour le décodeur, c'était le cas jusqu'en mars. Et en mars, vous aviez sans doute noté que nous avons encore baissé le prix à 90 000 francs. On a divisé le prix par plus que 3 en l'espace de 3 ans. Donc c'est un vrai pas pour l'accessibilité. Avec A Plus Sport, les abonnés Canal Plus sont servis à volonté.
Sur le continent, la cybercriminalité est un fléau pour l'Afrique avec des pertes pouvant aller jusqu'à 500 millions de francs CFA. Pour des pays comme le Nigeria, épicentre de la cybercriminalité sur le continent, le Cameroun est également affecté. Ce sont les chiffres particulièrement alarmants que les autorités viennent de révéler. Suivez. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant de la perte subie par le Cameroun depuis l'année 2013 à cause de la fraude à la carte bancaire. C'est la ministre camerounaise des télécommunications et des postes, Minette Libom Li Linkeng, qui en a fait la révélation lors de la conférence de gouverneurs de région à Yaoundé, la capitale. Elle a également rappelé que plusieurs milliards de francs CFA de déficit sont attribués à la fraude au système de Simbox, boîtier électronique utilisé pour se faire facturer le trafic international au prix du tarif national en redirigeant et en manipulant le trafic international sur Internet. À partir du moment où les mécanismes de suivi de ce genre de structures qui sont de haute technologie, si ces mécanismes ne sont pas très performants, il est naturel que les opérateurs trouvent des failles pour essayer de gonfler leurs bénéfices au détriment de l'État et au détriment de la nation à l'intérieur de laquelle ils exercent. C'est naturel. Parmi ces dégâts causés par ces fraudes, on peut également citer les intrusions dans les systèmes d'information de certaines compagnies. En termes de solutions nationales à ces différentes menaces, les autorités camerounaises comptent mettre en place 2 laboratoires de cybersécurité, l'avènement de réseaux de surveillance et de vidéosurveillance du cyberespace au sein des administrations en charge de la sécurité publique. De même, une campagne d'identification des abonnés des réseaux téléphoniques, débutée en 2016, sera bientôt renforcée. Il faut d'abord maîtriser le domaine, voir quels sont les mécanismes opératoires utilisés pour procéder à cette évasion. C'est d'abord un problème de technologie. Donc, est-ce qu'on dispose des mécanismes techniques lui permettant de maîtriser le domaine et d'empêcher que des gens n'utilisent ces techniques pour faire évader des sommes importantes. Rappelons que 51% du volume du trafic Internet national est lié au téléchargement illicite. Le Cameroun a subi des millions de hoax, de fausses informations diffusées en masse sur Internet, notamment par les réseaux sociaux, selon les estimations officielles. Pour aider les personnes qui n'arrivent pas à manger normalement à leur faim, les initiatives se multiplient au Nigeria où plus de 4 millions de personnes souffrent de la malnutrition. Des initiatives avec dernièrement une application qui permet à des associations humanitaires de profiter des réductions sur les produits alimentaires en voie de péremption qui sont ensuite redistribués. Suivez. Comment redistribuer gratuitement de la nourriture aux plus démunis? L'entrepreneur nigérian Oscar Ekponimo a trouvé la solution. Via l'application web Chowberry qu'il a lui-même développée, les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans la bienfaisance peuvent acheter des produits sur le point d'expirer à prix réduit au niveau des magasins de grande surface. Ces produits sont ensuite distribués dans les foyers d'enfants et les communautés à faible revenu. Il y eut un moment dans notre famille où mon père tombait régulièrement malade et était sans emploi. Et je me souviens que pendant cette période, le défi à la maison, c'était l'accès à un repas sain ou un repas de qualité. On pouvait rester 1 ou 2 jours sans avoir un repas de qualité et c'est quelque chose qui psychologiquement m'a touché. Ça a également eu un impact sur mes études universitaires et j'ai toujours dit que je résoudrais ce problème, que j'augmenterais mes capacités et mes aptitudes pour faire en sorte que plus personne ne vive cette situation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 1/3 des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés car ils sont périmés après la récolte, pendant le transport ou jetés par les magasins et les consommateurs. Au Nigeria, plus de 4 millions de personnes n'arrivent pas à se nourrir sainement depuis le début de l'insurrection du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est. Il est si difficile pour moi d'obtenir de la nourriture pour ma famille parce que je n'ai pas de travail. C'est avec l'aide des personnes de bonne volonté que je parviens à nourrir mes enfants. Mais maintenant, j'espère que ce sera mieux. Oscar Ekponimo a remporté le prix Rolex à l'esprit d'entreprise édition 2016 qui récompense les individus avec des projets à cours de réalisation et qui font preuve de passion et de détermination afin de rendre le monde meilleur. Dorénavant, il travaille à développer son application pour réduire les déchets dans plusieurs pays.
En France, pour terminer, la chasse à l'homme aura duré seulement 7 heures à peu près. Un homme a été interpellé à Pas-de-Calais et il était à bord du véhicule qui a foncé sur les soldats de sentinelle à Levallois-Perret. Suivez. C'est ici, sur l'autoroute A16, entre Calais et Boulogne-sur-Mer, que la BMW noire a été interceptée. Criblé de balles, son conducteur a été interpellé par la brigade d'intervention rapide. Au moment de l'arrestation, le chauffeur n'aurait pas été armé, mais un policier a été blessé par une balle perdue. Les 2 hommes ont été transportés à l'hôpital. À l'heure où je parle, un suspect qui était au volant du véhicule incriminé a été appréhendé sur l'autoroute qui relie Paris à Boulogne-sur-Mer, a été appréhendé. Il est donc arrêté. Il est 8 h du matin quand les soldats de l'opération Sentinelle sortent de cet immeuble place de Verdun à Levallois-Perret. Surgit alors un véhicule sombre qui fonce en direction de la patrouille. J'étais dans mon salon et j'ai entendu un boom. J'ai dit à mon mari peut-être qu'il y a un problème parce qu'on a les travaux à côté. Et j'ai vu des militaires par terre et des militaires qui couraient partout, qui criaient et tout ça. Et j'ai entendu une voiture qui roulait vite comme à la télé, comme dans les films, quoi. L'attaque a eu lieu au moment de la relève des militaires dans cette petite rue. Les soldats viennent de sortir de leur local au rez-de-chaussée de cet immeuble, là où ils se changent, se reposent le temps de leur mission. Et dans le quartier, tous les habitants le savent. On les voit en faction, on les voit traverser le parc, on les voit traverser le Valois, on les voit en permanence dans le Valois. Les ministres de l'Armée et de l'Intérieur se sont rendus au chevet des blessés. Florence Parly et Gérard Collomb dénoncent un acte délibéré. Ce qu'on peut dire, c'est que le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier, qu'aujourd'hui il va diligenter une enquête, que l'ensemble du dispositif de sécurité est extrêmement important. L'enquête doit maintenant déterminer si l'auteur de l'attaque était un déséquilibré ou s'il avait des motifs terroristes. Continuez à regarder cette édition sur notre site d'information www.tamtamguinée.com. Merci de votre attention et au revoir.